Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire Le sport transforme la planète. Donc, une deuxième collaboration du pôle ressources nationales, transition écologique et sport de nature avec le collectif des climato-sportifs. Et donc, deux informations. Donc, déjà, vous pouvez poser vos questions dans le chat puisque vous êtes tous en muet. Voilà, nous, on apportera des réponses dans le chat. Et l'idée, c'est que les interventions soient suivies de temps d'échange, donc on pourra lire vos questions et vous faire participer. Et donc, il y aura une rediffusion de ce webinaire donc sur sportdenature.gouv.fr. Un rapide mot sur le contexte, c'est juste pour dire que ce webinaire s'intègre dans le projet Sport et Biodiversité, qui est cofinancé par l'Union européenne et qui est une collaboration entre plusieurs structures, comme vous pouvez le voir ici. Donc le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes et l'Institut national du nautisme, dont je fais partie, qui sont des établissements du ministère des Sports, et l'Office français de la biodiversité. Et enfin, une dernière information, c'est que ce webinaire s'intègre dans les missions du pôle ressources nationales, transition écologique et sport de nature, qui donc travaille à fédérer et à animer le réseau des professionnels des sports de nature et à créer un peu de la ressource. Je vais pas être beaucoup plus long pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on va avoir les climato-sportifs qui vont parler un peu de leur projet avec notamment Manon Guyonnet. Puis on va avoir trois pratiquants très engagés sur la dynamique environnementale. Donc Antoine, Félix et Jeff. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir 10 minutes de présentation, puis un temps de questions-réponses avec les questions du chat. Et bah voilà, je crois que j'ai tout dit pour le contexte. Je vais laisser Manon nous parler des climato-sportifs. Merci Cola et merci au CREPS et à l'I2N pour la co-organisation de ce webinaire. Donc moi je suis Manon Guionnet, je suis la vice-présidente plaidoyer des climato-sportifs. On va vous faire une petite présentation. Donc les climato-sportifs sont nés d'un constat euh, sur l'impact du sport sur les enjeux environnementaux. Et donc nos trois cofondateurs se sont réunis un jour autour d'un steak de betterave pour tabler sur ces constats et décider d'agir en créant un collectif de sportifs et sportives engagés. Tu peux passer. Donc actuellement, on est 100 sportifs et sportives amateurs, mais aussi de haut niveau ou professionnels, qui pratiqueront plusieurs types de sports, que ce soit de manière individuelle ou collective. Et on est situé partout en France, même en Outre-mer, parce qu'on a Mathéo, notre cofondateur, qui est parti en Guadeloupe, et également à l'international, parce qu'on a aussi des gens en Belgique et au Canada. Donc, notre mission principale, c'est de rendre compréhensibles les liens d'interdépendance que le monde du sport entretient avec leurs enjeux environnementaux au sens large, donc climatique, mais aussi biodiversité. Et c'est là tout l'intérêt de notre collaboration. Et ceci pour pousser des transformations durables dans le sport. Et on a décliné cette mission en trois axes. Donc, le premier, c'est d'éveiller le monde du sport, la sphère sportive aux enjeux environnementaux. Les deuxièmes, c'est de faire émerger des nouvelles manières d'aimer et de pratiquer le sport. Et l'axe 3, c'est de faire tout cela de manière joyeuse et collective. Tu peux passer. Dans ce contexte, on est tous conscients des enjeux du sport sur la biodiversité, d'autant qu'on a dans notre communauté une grande représentation de sport de nature. On essaye d'inclure ce sujet dans tous nos supports, dans toutes nos communications et dans les stands où on intervient. Par exemple, si on intervient sur un triathlon, on met vraiment l'accent sur les enjeux des sports de nature au regard de la biodiversité. Et d'ailleurs, on a un de nos membres qui a réalisé un mémoire sur ce sujet, donc c'est un peu une référence pour nous. Je peux passer. On a 4 types d'actions pour parler de tous ces enjeux-là. Donc, on a des ateliers de sensibilisation, on a des manchettes qu'on peut porter sur nos compétitions, sur nos entraînements pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. On a une charte qui permet de donner des outils concrets pour baisser l'empreinte carbone et l'empreinte sur la biodiversité de nos de nos activités sportives. Et on mène aussi des activités de plaidoyer. Donc récemment, on a écrit on a fait un recueil de politiques municipales qui sont bénéfiques sur le plan environnementaux, sociaux et environnemental. Je peux passer.
Donc ça, c'est un exemple de jeu qu'on a développé voilà, sur le triathlon du Bayman pour lier les enjeux de biodiversité et la pratique sportive. Donc, comment vous pouvez vous engager à nos côtés? Alors, vous pouvez également, enfin, vous pouvez tout d'abord adhérer parce qu'on est en pleine campagne d'adhésion. On a un tarif solidaire pour les étudiants ou demandeurs d'emploi ou autres raisons que vous n'avez pas besoin de justifier. Et vous pouvez également signer la charte pour vous engager d'une manière plus morale à respecter tous les axes qui permettent de diminuer votre empreinte carbone et empreinte environnementale de votre sport. Et on a récemment déployé avec l'I2N et le Krebs une manchette Biodiv Stripes. Donc la manchette originale, elle est aux couleurs du réchauffement climatique. Et avec Cola, on a particulièrement travaillé sur une nouvelle manchette qui reflète le déclin de la biodiversité depuis les années 1850, équivalent aux manchettes du Roaming Stripes. Et elles sont actuellement en vente sur notre site. Donc, vous pouvez les acheter et vous pouvez également faire une paire avec les manchettes aux couleurs du réchauffement climatique. Parfait, bah, merci beaucoup Manon, elles sont vraiment super, super les manchettes. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et on va pouvoir commencer du coup les interventions avec en premier Antoine. Donc Antoine, si tu peux allumer ton micro, je te laisse peut-être te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ouais, carrément. Bonjour à tous, du coup, bon appétit pour ceux qui mangent en même temps. L'idée, c'est que bon, il y a beaucoup de contenu sur le slide, mais moi je suis consultant, ingénieur, comme beaucoup d'autres. Je bosse dans un cabinet de conseil à Paris. J'accompagne du coup des grands groupes du CAC 40 dans leur transition. Donc ça, c'est la partie un peu corporate. J'ai une autre activité, on va dire qui est plus sur mon temps libre, que je fais surtout à partir enfin, depuis juillet 2025, qui est de tenter de créer du contenu sur la transition de manière un peu plus décalée ou originale ou à ma sauce, surtout sur Instagram. Donc je parle de thématiques énergie, climat, environnement et un peu de sport, et de plus en plus à l'avenir. Et j'ai la chance de pouvoir déjà collaborer avec des associations comme les climato sportifs, des médias, des coopératives, des entreprises. Et j'ai une troisième activité qui prend aussi pas mal de temps, qui est tenter de devenir un athlète, donc surtout sur la thématique, enfin sur la pratique du triathlon cette année. Et j'ai commencé, enfin, voilà. Et ça, c'est un petit peu mes trois casquettes. C'est top. Trop bien. Et peut-être bah, du coup, si tu veux nous parler de ce que tu as déjà fait il y a finalement assez récemment. Ouais. Du coup, ça, c'était, on va dire, ma première carte de visite éco-aventure. Du coup, en août 2024, j'ai commencé à la natation, on va dire, à prendre des cours et à m'entraîner régulièrement. Et environ un an plus tard, du coup, fin juillet 2025, j'ai pu traverser le lac d'Annecy à la nage. C'était 17 km. J'ai mis pas mal de temps, vu que je nage pas forcément très vite, mais je peux nager longtemps. Donc près de juste en dessous de 8 heures. Et je l'ai fait avec un bonnet qui rappelle bah, beaucoup la manchette des climatos sportifs, qui est inspiré du même visuel, les warming stripes, les bandes du réchauffement climatique, hein, on va dire l'illustration créée par Ed Hawkins, voilà sur un bonnet, donc fait un peu à la main avec des stylos, hein, mais ça rend plutôt pas mal, surtout de loin. Ouais, carrément, hein, sur la photo, c'est vraiment stylé. Enfin, donc, En c'était la quelques première, photos c'était le du coup. premier jet. Et si je vous partage quelques photos, effectivement, l'idée c'était de le faire au nom du climat, on va dire, globalement. Euh, voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, voilà, par la suite. Et j'ai Parfait. effectivement Et du coup, ouais. vas-y, vas-y. Et ça, c'est un peu bon, les photos sont issues de la même journée, mais c'est un peu le projet 2026. Le but, c'est de faire un ultra triathlon pour la préservation des forêts. Donc, je l'espère avoir la chance de travailler avec l'ONF ou l'OFB, par exemple. L'idée, c'est de réaliser 10 Ironman, enfin l'équivalent de la distance de 10 Ironman en 30 jours. Donc, à partir de fin septembre 2026 jusqu'à octobre. Et tout ça en transportant un petit arbre. D'où le triathlon, qui T-R-E-E en anglais signifie arbre. Donc, il va y avoir 38 km de natation, 1800 km de vélo et 10 marathons. Donc, voilà un gros défi pour moi,
parce que je me suis étiqueté comme ultra triathlète, mais c'est un peu fake it until you make it, hein. Je commence, et le but c'est d'être au bon niveau dans 8 mois. Et je peux vous partager un peu plus de détails dans le slide suivant, de à quoi ça va ressembler. L'idée c'est que ça va être... donc l'itinéraire n'est pas encore défini, ça va être dans toute la France. Le but, c'est de faire peut-être les tronçons à vélo, en natation et en course à pied les plus mythiques, les plus beaux, aussi les plus liés à la thématique que je défends. Donc je vais surtout alerter notamment sur le scolite, qui est un parasite qui détruit les forêts d'épicéa. Donc il est surtout présent dans toutes les régions du nord-est de la France, mais c'est pas uniquement là que je vais me cantonner. Les distances, je vous les ai déjà partagées, et les raisons de ce challenge, il y en a quatre principales. La première, c'est d'attirer peut-être les journaux, les médias, aussi Monsieur, Madame, tout le monde avec une performance qui, quand on le dit, est quand même assez importante, 10 Ouais. Ironman en 30 jours. Et ensuite, c'est plutôt en fait de délivrer des messages plus sensibilisateurs. Avoir toute une pédagogie autour de comment on protège, on préserve et on régénère les puits de carbone et de biodiversité en France. La raison pour laquelle la France n'a techniquement, mathématiquement pas atteint ses objectifs de décarbonation en 2025, c'est parce que les puits de carbone ont pas assez absorbé de CO2. Il y a des millions de tonnes de CO2 qui auraient dû être absorbées techniquement, mais qui ne l'ont pas été. La troisième raison, c'est de montrer que performance sportive et écologique sont compatibles. Donc, je suis en train de construire en ce moment, d'imaginer toute la démarche de comment est-ce qu'on s'alimente, on s'équipe de manière plus durable, donc avec des équipements réutilisés, une nutrition la plus végétale possible. Et la dernière, c'est de communiquer dans quelques semaines et jusque pendant le challenge, des bonnes vibes, on va dire, de montrer que tout ce projet-là, quand il est conduit même avec rigueur et même en se freinant de certaines mesures, on peut passer un très bon moment et de véhiculer que la transition peut être une aventure économique, enfin écologique heureuse, quoi. Voilà, c'est un peu les valeurs principales. C'est quand même assez fou comme projet. Et puis du coup, tu as commencé même cette aventure, y compris un peu sur les réseaux sociaux, la sensibilisation, il y a assez peu de temps. C'était quoi un peu ton déclic pour connecter le sport avec ton engagement environnemental? Yes, bonne question. Du coup, j'ai réfléchi à la réponse. Il y a points principaux. Le premier, c'est que j'apprécie faire du sport. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour le moral, pour se défouler, pour grandir aussi. Être équilibré dans sa vie, parce que si on se lance dans une pratique sportive intense, bah, il faut aussi bien manger et bien dormir, sinon le reste tient pas. Et donc j'ai été inspiré par des gens comme Ross Edgley, qu'on peut voir dans la photo en bas, qui lui a fait le premier triathlon avec une bûche de 40 kilos sur une île, voilà. Ou des femmes comme Marine Leleu qui a fait l'enduroman. Et donc il y a tout cet aspect sportif qui me branche. Et en parallèle, il y a le côté environnemental. Et là que j'aurais du mal à faire du sport et le médiatiser juste pour moi. Donc j'aime bien le faire pour une cause un peu plus grande, collective. Et donc défendre voilà, une cause qui est au-delà de la performance, parce que je suis pas capable de faire un top 1 mondial sur aucune performance que ce soit. Et donc j'étais inspiré par des gens comme Mathieu Vidvoet, comme Nicolas Van den Elsken, comme Noam Yaron, pour ceux qui connaissent, Aurélie Martin aussi, des climato-sportifs, qui font des projets comme ça, au nom de quelque chose, qui le médiatisent, et ça donne de la force et de l'impact un peu à tout le monde. Donc c'est un peu les deux principales raisons pour lesquelles je le fais. Une pour le sport et l'autre pour le sport utile, on va dire. Ok. Et il y a quelques questions sur c'est quoi une éco-aventure finalement? Est-ce que toi, tu aurais un peu une définition pour ce terme un peu nouveau? Yes, je peux en proposer une, non officielle. Éco-aventure, je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'une aventure, mais je pense que c'est du coup un projet. C'est un projet qui va mettre en lumière une cause environnementale ou sociale. Ça peut aussi fonctionner, j'imagine. Ça sera plutôt une sociale aventure. Mais disons que voilà, c'est une performance sportive ou un voyage, souvent du coup en plein air, qui consiste à mettre au cœur de sa stratégie, de son sens, la préservation de l'environnement. Je pense que c'est ça.
Ok, ok, intéressant comme définition. Et ça va être notamment le thème de Félix derrière, mais il y a une question sur la gestion du transport, du transport. Du coup, toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu vas te déplacer entre les différentes épreuves avec de la mobilité douce ou quoi? Puisque bah, on sait que le transport, c'est quand même une des sources, plutôt dans une vision carbone, mais c'est une des sources du problème environnemental, on va dire, que peut parfois poser le sport. Yes, carrément. L'idée, c'est que vu que j'ai 1800 km de vélo à faire, je vais probablement faire beaucoup de vélo entre les points d'intérêt. Je suis encore en train de réfléchir à comment est-ce que je me construis un vélo backpacking tout à fait efficient sur lequel j'ai tout. Et je pourrais éventuellement faire des tronçons en train. Donc ça, c'est en train d'être construit. J'ai pas encore de tracé précis. Mais effectivement, le train n'est pas exclu. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Et question de ma part, pour le coup, est-ce que tu as déjà choisi ton arbre? J'ai pas choisi mon arbre. À la base, ça devait être un épicéa. Parce que l'épicéa, c'est du coup une essence d'arbre qui est menacée, voire on est sûr qu'elle va disparaître du pays, étant donné la hausse de la température et les menaces du scolyte, en fait, qui sont vraiment en train de ravager plein de forêts. Par contre, je sais pas si c'est la bonne essence pour moi à transporter. En gros, qu'elle survive entre le premier jour et le dernier. Donc à voir, parce qu'il faut trouver un petit arbre vivant relativement robuste, pratique, qui va pouvoir quand même m'accompagner sur un vélo en course à pied et sur un flotteur en natation. Donc je suis impatient d'avoir des échanges avec des spécialistes pour savoir quoi emporter, quoi. Ok, trop cool. Et du coup, bah, c'est quand même vraiment c'est un super projet. Il est quand même vachement ambitieux. Et du coup, on se demandait de quoi tu avais besoin aujourd'hui que tu as lancé la thématique pour ce projet notamment et aussi pour la suite. Yes, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà suivre un petit peu l'aventure sur mes différents réseaux sociaux qu'on peut voir sur le slide suivant. C'est le premier point, donc je suis surtout présent sur Instagram, mais j'en ai d'autres. Après, le projet, il est encore à l'écoute de potentiels partenaires ou soutiens. Donc, si vous avez des contacts pour dans des marques d'équipement qui souhaitent collaborer d'une manière responsable avec ce projet, eh ben, on les accueille. Il y aura aussi, mais ça, on est encore loin de l'échéance, hein, mais c'est d'organiser la partie logistique, effectivement, sur le transport et le logement. Je vais essayer aussi de rendre ça assez social, assez dans l'entraide. Donc, je serai à l'écoute voilà, d'abri, on va dire, pendant le périple. Et je vais essayer de monter différents challenges avec différents partenaires. Donc, je discute avec la Fédération française de triathlon. L'idée, ce serait voilà, d'impulser des challenges autour du sport, du bien-être, de la santé. Donc, c'est à suivre. Et pareil, peut-être mener des actions, soit des pétitions, des levées de fonds, pour soutenir le secteur forestier. Donc ça, pareil, c'est à suivre. Rien de précis encore, mais voilà, ça va sûrement, normalement, avoir lieu. Voilà. Et Ok, super. merci à tous pour votre écoute, du coup. Et de notre côté, on est en lien bah, évidemment avec l'Office français de la biodiversité, mais aussi avec les gestionnaires d'espace, les parcs, etc. Du coup, si tu as besoin d'infos, notamment sur l'espèce et tout, si tu es en recherche un peu de spécialistes, Mhm. bah, on peut te mettre en contact avec ces personnes. Top. Euh, bon, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Adrien, tu me dis, je vois pas forcément. Ouais, c'est bon, vous y avez répondu. Ok, super. Et Magnifique, bah, merci. merci beaucoup. Bah, Merci bon à vous. courage et on va te suivre dans cette superbe aventure. Et bah, du coup, on va pouvoir passer à Félix. Ah oui, tes contacts. Et donc, Félix Laplanche, bah, du coup, tu es carrément sur le terrain. On est très content aussi que tu sois là pour nous parler un peu de ton projet. Est-ce que tu peux te présenter un peu, parler de ce que tu fais, un peu ta démarche? Yes, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si vous voyez ma caméra, parce que du coup je suis en montagne et il y a un peu de vent. Je suis actuellement justement dans une aventure en Suisse, en ski de rando. Et du coup j'ai souhaité quand même participer au webinaire, mais ça a été un peu compliqué d'avoir du réseau. Mais je suis en haut d'une montagne en Suisse. Donc pour me présenter, moi c'est Félix, j'habite à Lyon, j'ai 30 ans, ça fait 4 ans que je suis à Lyon.
Et du coup, en effet, je suis passionné de sport, différentes aventures, donc aventures en tout genre, mais en mobilité douce. Et du coup, ce que je souhaite présenter aujourd'hui, c'est un projet où je souhaite promouvoir les mobilités douces par le sport. Et Trop du coup, cool. moi, plutôt dans les Alpes françaises, parce que du coup, moi, j'habite à Lyon et je bouge beaucoup dans le Rhône-Alpes. Vous m'entendez Et bien ou alors, il y a trop de vent? ouais, non, non, on t'entend bien et Ok, on te voit bien. Et alors, ok, dis-nous, super. c'est quoi un peu l'élément déclencheur, voilà, qui t'a fait un peu basculer dans cette démarche? Du coup, moi, comme Antoine, je suis ingénieur de base, donc ça faisait 10 ans que j'étais ingénieur dans le bâtiment. À Lyon, je bossais pour une entreprise dans l'énergie et je bougeais beaucoup en voiture sur tout le Rhône-Alpes. Et j'avais une voiture de fonction. Et en fait, tous les week-ends, je me rendais en montagne assez facilement avec ma voiture de fonction. Et en fait, je faisais plus attention, vu que je payais pas le péage, je payais pas l'essence. Je faisais plus du tout attention à l'environnement, en fait, au bilan carbone que ça provoquait toutes mes aventures en montagne. Je partais tôt le samedi matin, donc souvent en ski de rando, on part, ce que j'ai mis là, on part à 5 heures ou 6 heures le matin pour être à 8 heures au parking. Et on fait notre journée. Souvent, moi, j'allais en refuge, mais il y en a beaucoup qui font l'aller-retour à la journée. Et ça, c'est à Lyon. Et il y en a qui viennent de plus loin, il y en a qui sont de plus près dans les différentes villes des Alpes. Mais du coup, là, je me suis rendu compte de l'absurdité, en fait, d'avoir une voiture de fonction ou d'avoir une voiture en manière générale. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire toutes ces aventures sans voiture? Et c'est là, donc ça c'était il y a 2 ou 3 ans, où j'ai commencé à faire la plupart de mes aventures maintenant sans voiture dans les Alpes. Et si tu veux passer pour la suite, donc voilà, l'idée, ce que je souhaite montrer aujourd'hui, c'est que toutes les aventures, elles sont possibles. C'est possible de les faire sans voiture. Et là, je vais vous présenter mes 5 dernières aventures, du coup, enfin, ça doit être les 6 derniers mois. L'été dernier, je suis parti 7 jours dans les écrins, par exemple. Donc, on peut y aller en bus, et moi, je suis revenu en bus et en train par le sud des écrins. Et à chaque fois, donc ce que je présenterai après, mais à chaque fois, ce que j'aime bien faire, moi, c'est des traversées. En fait, c'est vraiment l'avantage de la mobilité douce, ça permet de pouvoir réaliser des traversées de massifs ou des traversées d'un parc national. Donc là, j'ai fait de la rando, après j'ai fait de l'escalade dans les Calanques où je suis allé en vélo. Après, j'ai traversé la France en vélo pour aller voir des amis dans le sud, à Saint-Jean-de-Luz. Et je suis remonté en train par la côte et en passant par Nantes et après en rentrant en train depuis Nantes. Et du coup, je fais beaucoup de ski de rando depuis plusieurs années. Donc là, j'ai mis les 2 dernières traversées que j'ai pu faire en ski de rando cet hiver. Donc c'est une traversée du massif de la Vanoise et une traversée du massif des Cerces. Et l'idée dans ces traversées, je souhaite aujourd'hui montrer en fait parce que je vois que tous les parkings en ski de rando, ils sont remplis de voitures. Il y a de plus en plus d'engouement pour ce sport qui est le ski de rando. Et en fait, j'aimerais bien qu'on réussisse à changer un peu les mentalités du ski de rando pour que les gens y aillent plus en transport. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est difficile d'accéder à un transport. Et moi, ça fait 2 ans que je le fais et en fait, ça marche très bien. Et c'est juste que les infos sont pas assez diffusées et j'aimerais réussir à plus communiquer en fait sur l'aspect, enfin sur les possibilités de réaliser des aventures en transport en commun. Et du coup, tu te l'es Donc, un peu donné pour mission, du coup, finalement, d'être ouais. un peu ambassadeur de cette thématique de la mobilité. C'est ça, tout à fait. Du coup, c'est un peu mon objectif de cet hiver. Donc là, cette slide, c'est un peu pour montrer mon historique de ski de rando. Pas forcément pour plus que ça, mais en gros, il y a 5 ans, moi, j'ai découvert le ski de rando avec un séjour à l'UCPA. Après, j'ai fait des week-ends entre amis, donc où je commençais à en faire plus. Et en fait, au début, bah, on fait les week-ends sur 2 jours. Et en fait, sur 2 jours, bah, on voit déjà que c'est une problématique parce qu'en 2 jours, on n'a pas le temps d'y aller en transport. On va faire 3 heures de voiture, mais en transport, il aurait fallu 4 heures. Et souvent, du coup, les gens, sur 2 jours, ils n'ont pas trop envie d'y aller en transport. Du coup, on fait les retours en voiture. Et en fait, dans l'évolution, bah, j'en fais de plus en plus, mais je fais, à la fin, c'est plus en mobilité douce. Et en fait, je me rends compte qu'il faut faire des séjours plus longs. Donc, en effet, il faut réussir à adapter son planning ou pouvoir poser des congés ou avoir des week-ends de 3 ou des fois 4 jours. Et aujourd'hui, maintenant, je fais plus des traversées. Donc, je répartis plus mes jours pour avoir des longs week-ends et faire des traversées de massifs sur 3, 4, 5 jours
en mobilité douce, en accédant d'un côté et en sortant de l'autre. Et du coup, la dernière partie, la 2025-2026, c'est l'objectif. Moi, j'ai déjà 45 jours de ski de rando qui est prévu. Et l'objectif, c'est de réussir à réaliser toutes ces aventures-là en mobilité douce. Et la petite phrase que je mettais en bas, c'est réussir à accepter, en fait, quand on nous propose un week-end en voiture, réussir à accepter de refuser, en fait, refuser de pas y aller parce que on souhaite, en fait, mettre en place plus la partie mobilité douce. Donc, pour présenter plus le projet dans le détail, si tu veux la slide d'après. Ça s'affiche, ouais. Moi, ça n'a pas bougé. Non, on la Non, voit c'est pas. un petit délai. Ah, Ah, là, c'est hop, bon. si je me remets comme Du ça. coup, ça, c'est pour présenter mon projet. Donc, c'est en trois axes aujourd'hui. Donc, c'est en développement, mais j'ai un axe qui est plutôt perso, donc Traversée Libre, c'est mon compte Instagram, où là, je raconte toutes mes aventures, un peu de tous les sports, mais surtout l'hiver, là, c'est beaucoup de ski de rando, donc c'est vraiment en traversée. Et moi, ce que j'aime bien dans la traversée, c'est que ça oblige à faire de la mobilité douce. Sauf si on prenait deux voitures, on allait poser une voiture au point B et on revenait au point A. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a longtemps. Mais maintenant, il y a plein de transports, il y a plein de possibilités, et en fait, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. La deuxième partie, c'est le challenge éco-mobilité montagne hivernale. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le flashcode. C'est avec une équipe de Grenoble. C'est la deuxième année. On organise un challenge pour les sports de montagne. Donc, l'idée, là, c'est plus que les pratiquants, ils passent à l'action en montrant, en participant à un challenge. En fait, quand on fait des activités en montagne, on gagne des points pour son club ou pour des assos. Donc, il y a 3 assos partenaires qui sont Camp to Camp, Mountain Wilderness et Protect Your Winter. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails. S'il y a des questions, je pourrais développer. Et du coup, un projet plus pro que je souhaite développer, c'est l'accompagnement événementiel et club. Donc, je souhaite mettre en place, aider en fait les événements dans les mobilités. Donc, leur montrer, donc s'ils ont un besoin en fait, leur montrer quelle mobilité il y aurait pour accéder à leurs événements et communiquer sur ces mobilités. Et au niveau des clubs, donc je pense au club alpin par exemple ou différents clubs, ça serait former les encadrants des différentes pratiques à organiser des sorties et des genres d'activités en mobilité douce. Par exemple, moi pour le ski de rando, on organise un cycle en mobilité douce et en fait on réalise tout en transport en commun. Et au début, on se dit ça va être compliqué avec le matériel, tout ça, et au final, on s'adapte et on se rend compte que c'est possible. Donc J'ai une voilà les 3 question par rapport à ça. Est-ce que tu trouves que l'offre actuelle de mobilité douce est adaptée à ce genre de sport où effectivement il y a beaucoup de matos avec la tente? Parce que je sais que c'est l'un des freins qui peut empêcher le public de s'y rendre. Parce que déjà, le vélo, il est payant dans la plupart des trains. Enfin, non, pas tous, mais dans les TGV. Dans les TGV. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question, mais du coup, ça, c'est des choses qu'il faut remonter et qu'il faut échanger. Mais typiquement, là, en hiver, il y a zéro restriction sur les transports et les TER en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, là, après, en train, le TGV, moi aussi, je prends mon vélo sur la longue distance. Et en effet, il faut une housse. Mais dans le TGV, c'est pas payant de mettre son vélo, il faut juste le démonter. Après, pour l'hiver, là, en ski de rando, tu peux monter dans n'importe quel train avec des skis, avec un gros sac à dos et tout le matériel. L'été aussi, tu peux partir avec ton sac de rando et ta tente. Ça, il n'y a pas besoin de payer. C'est juste que tu as plus de matériel et c'est plus d'affaires avec toi. Mais en effet, il faut être light faut être light son sac parce que tu vas le trimballer après pendant toute ton aventure. Mais ça permet justement d'optimiser ses affaires. Qu'est-ce qu'on emmène? Avant, je sais que quand je partais une semaine en montagne, j'avais des fois, je remplissais ma voiture avec plein d'affaires. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que tout ça, on n'a pas besoin. Et maintenant, je pars avec un sac à dos de 30 litres et je fais une semaine, voire 2 semaines d'aventure en montagne. Et j'ai pas besoin de plus. Ça, c'est un peu l'optimisation des choses et l'optimisation des transports. Et c'est ça qui peut aussi rentrer dans le cadre de la formation, c'est comment organiser ses affaires, comment prévoir un peu enfin, tout ça. Ouais. Cool, merci. Et peut-être en lien avec ça, justement, donc on voit que tu as de l'expérience. En fait, tu en es arrivé là après avoir
après avoir connu ce que c'était de le faire avec la voiture, etc., tu l'as fait graduellement. Et du coup, on se pose aussi la question de, est-ce que tu penses que ce modèle, il est réplicable facilement? Parce que quand même, quand tu fais des traversées, tu dois avoir un rythme, enfin, t'as un engagement physique, en fait, qui est quand même assez conséquent. Tu dois avoir un certain niveau, quoi, tout simplement. Et est-ce que pour des personnes qui sont un peu plus débutants, c'est aussi possible de faire ce genre de projet, s'ils n'ont pas forcément le niveau de passer plusieurs jours avec un engagement physique euh, soutenu. Ouais, non, mais après des aventures, faut les définir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on n'aura pas le temps, mais je pourrais présenter, c'est ce que je vois dans les formations, c'est que il y a plein de cartes qui existent où on voit les transports qui arrivent d'un côté et qui ressortent de l'autre. Et après, moi, chacun définit son aventure au milieu, mais on peut se dire, bah, je vais faire 7 jours d'aventure comme je vais en faire 2. Et du coup, venir et faire 2 jours de bivouac et arriver en train, par exemple, pour traverser la Vanoise, arriver en train à Modane et ressortir après l'Oignon-la-Vanoise. Donc là, c'est une traversée où il y a 2 refuges, où on peut dormir en tente si on veut. Et bah, si on veut faire que 500 ou 1000 de dénivelé par jour, on peut adapter ça. Et ça, c'est en fonction de ce qu'on souhaite mettre en place. Mais par exemple, il y a le Recto Verso qui propose des randos comme ça par traversée, par boucle. Mais quand on peut faire par boucle, c'est vrai que souvent les gens, en fait, ils disent bah, je vais aller en voiture, je vais aller à tel parking. Alors que là, le fait d'imposer des traversées, ça permet de se dire bah là, on est obligé d'y aller en transport en commun. Et comment y aller? Et en fait, si on se rend compte qu'il y a vraiment plein de possibilités, c'est pas facile en France les transports en commun parce qu'il y a la SNCF, après il y a les TER, et il y a tous les réseaux de bus dans les différents massifs. C'est pas simple comparé à là. Justement, je suis en Suisse depuis 4 jours et je suis venu en transport et c'est impressionnant comment c'est facile avec leur application suisse où tout est dessus. Et du coup, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire en France sur les réseaux de transport, mais il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui travaillent sur le développement et la communication de ces transports-là. Donc, je pense que ça va s'améliorer. Mais il faut qu'on les utilise pour que le réseau s'améliore, il faut qu'on les utilise et pour que ça se développe, quoi. Voilà. Top, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, t'es un peu devenu, tu portes la thématique, tu l'incarnes. Tu veux te lancer de manière plus professionnelle et comment on pourrait t'y aider en fait, de quoi tu aurais besoin pour aller plus loin? Bah, je crois que c'est un peu la slide suivante, mais euh, moi, c'est encore le début. Donc, en effet, c'est que depuis cet hiver que je souhaite plus développer le sujet et que j'ai envie de promouvoir les mobilités via mon compte, via mes aventures, et que j'ai envie de développer ce projet professionnel. Donc, déjà, là, pour mes aventures, ça serait d'avoir un peu plus de visibilité, d'échanger, bien sûr, avec des personnes motivées qui ont envie de travailler sur le sujet. Pourquoi pas de trouver des financements pour réussir à accompagner des événements et la création de contenu. Donc, pour mes traversées, réussir à faire ce contenu. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tout, c'est mon petit niveau, je m'auto-forme. Enfin, c'est pas du tout, je viens pas de ce milieu-là, donc je me forme sur les différents logiciels. Et pourquoi pas, en effet, enfin, du coup, là, je vais devoir créer une structure, que ce soit une association ou une entreprise. Je n'ai pas encore réalisé ces démarches-là. Je suis au début de mon projet. Donc voilà, c'est des choses que je dois réfléchir et je dois penser aujourd'hui. Donc ça, c'est les petites choses qui vont m'aider pour la suite. Top, bah à suivre du coup et tu restes en contact avec nous aussi quand tu te seras lancé. Ça sera intéressant de voir comment tu peux évoluer là-dedans, quoi. Ouais, super, carrément. Et du Et coup, donc, je tu as crois que la dernière des... slide, c'est mon réseau. Ouais, Ouais. ouais, ça se Je lance dis du juste coup. mon compte, en effet, c'est Traversée Libre. Donc, du coup, moi, j'avais créé ça il y a quelques années. Donc, l'idée, c'est vraiment de promouvoir des aventures par des traversées. Et sur ce compte-là, je donne pas de traces, parce que j'ai pas forcément envie de donner vraiment de GPX ou de traces vraiment d'un point A à un point B, mais je donne comment venir au point A et comment partir du point B. Et au milieu, ce que j'aime bien, c'est que chacun crée son aventure. Donc à chaque fois, je présente des possibilités d'aventure dans un massif, en France, que du coup, je fais pas que du ski de rando, mais là, sur l'hiver, au moins jusqu'à avril, il y aura que des aventures en ski de rando, et après, ça va repartir sur de l'escalade, du vélo, du trail, et tout en mobilité douce. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, et avec plaisir d'échanger si certains sont intéressés par le projet.
Trop cool, bah merci beaucoup. Alors, a Merci, priori, Alix. Merci. Manon, t'as des questions? Non, c'est bon. Et il Ou- n'y a pas de questions dans le chat non plus. Très bien. Et bah, du coup, on va passer au troisième intervenant, Jeff Bernard. Alors, je- Est-ce que le son... voilà, ça marche super. Et bah, bonjour Jeff. Du coup, on part de la montagne, on part aussi des sports les plus terrestres pour aller sur du nautique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, la manière dont tu vois les choses, ton profil, ton projet? Bonjour à tous, je m'appelle Jeff Bernard, là je suis à Biarritz, je suis chez moi à Biarritz. Et moi je travaille dans le surf, l'éducation au surf, et je suis éducateur sportif, enfin je suis moniteur de surf depuis 1994. J'ai fait 10 ans pour l'UCPA et j'ai assez rapidement, j'ai grandi en fait en bord de plage déjà, j'ai grandi dans le sud-ouest et j'ai grandi avec une culture familiale très pleine nature. Et quand j'ai passé mon diplôme d'État pour être prof de surf, dès que j'ai été la première saison en contact avec le public, j'ai compris que j'ai ressenti surtout que j'avais une responsabilité environnementale. Donc j'ai compris ça assez tôt. Et au début des années 2000, je suis reparti sur des études après 8 ans, 10 ans du CPA, où j'étais responsable de site en surf. Et j'ai repris des études sur un Master 2 en ingénierie des sports de glisse à l'école d'ingénieurs de Bidart, à côté de Biarritz. Pour m'aider à intégrer un peu des postes de chef de projet. Et en 2005, j'ai validé le brevet d'état deuxième degré, que j'ai spécialisé en développement durable. Le brevet d'état deuxième degré, c'est en fait deux casquettes. C'est entraîneur d'équipe nationale en surf. Donc c'est le haut niveau, c'est amener les athlètes au championnat du monde. Et aussi former les formateurs. Et j'ai été le premier entraîneur européen à m'installer dans le développement durable. C'était un peu le tout. Il y avait pas grand-chose au niveau du sport. En 2005, quand j'ai mis en place cette formation développement durable pour le surf, on m'a un peu regardé bizarrement. C'était vraiment plutôt très précurseur. Et puis, après ces formations-là, l'université des sports m'a demandé d'intervenir. Donc, j'ai intervenu 12-15 ans en prof vacataire sur la fac l'IUP Sport Management à Bayonne. Et donc, j'ai un peu essayé d'intégrer tous les sports sur la transition écologique. Tous les milieux sportifs, que ce soit pleine nature, mais aussi le tennis, les sports plus académiques, tennis, rugby, handball, basket, tout ça. Donc, c'était intéressant de travailler avec les étudiants là-dessus. Et ensuite, j'ai aussi eu une grosse histoire de radio et Radio France, puisque pendant de 2004 à 2022, j'étais chroniqueur et créateur d'émissions pour Radio France, pour France Bleu, sur la thème surf, culture, environnement, nature. Donc, ça m'a fait brasser beaucoup de monde, ça nourrit en fait la réflexion, ça nourrit le contenu. Et j'ai toujours maintenu les cours de surf l'été sur le littoral. J'ai créé Biarritz Surf Océan en 2016. Ça, c'était l'école qui m'a permis de catalyser le projet pédagogique qui me tenait à cœur, c'est-à-dire le projet pédagogique en deux branches. Une branche qui est protection du milieu marin, connaissance de la biodiversité, valorisation de la biodiversité, des éco-habitats. Et deuxième branche, c'est la santé. Parce que j'ai jamais, comme je te disais à Cola depuis quelques temps, j'ai jamais détaché la santé du pratiquant et la santé écologique. Pour moi, ça fait vraiment lien, ça fait cohérence. On ne peut pas s'occuper d'environnement et de biodiversité sans avoir un rapport à sa santé personnelle. Et aussi ce que Nietzsche appelle la grande santé, c'est-à-dire la santé mentale, la santé physique. Donc, je travaille beaucoup sur la santé mentale aussi, la santé physique et la biodiversité. Donc en fait, l'université, aussi l'écotourisme. J'ai été sollicité en 2006 au sud des Landes. Au sud des Landes, il y a un projet pilote qui a été mené, qui a poussé l'écotourisme, les sports de pleine nature en action écotouristique. Et j'ai été intégré à cette commission. Donc pendant 8-10 ans, j'étais au conseil d'administration de l'écotourisme du sud des Landes, qui était un peu pilote au niveau national. Et au cours d'une remise d'éco-label, en fait, d'une structure,
j'ai rencontré un directeur général de tourisme responsable sur Paris, de Paris. Cette personne m'a proposé de former les directeurs nationaux. Donc, je me suis retrouvé à former 22 hôtels 4 étoiles sur tout le pourtour Atlantique et Méditerranée, mais aussi dans les Alpes. Donc, ça m'a fait mettre vraiment les pieds dans la formation écotourisme. Et puis, les projets ont continué sur le terrain au niveau de l'école de surf. Des projets, alors je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, je me suis intégré à ce qu'on appelle EEDD, donc c'est l'éducation à l'environnement vers un développement durable, par le surf et par l'océan. J'ai mis en place aussi des projets de sciences participatives, parce qu'au-delà de sensibiliser, d'informer les élèves, il me semblait important de les faire se retrousser les manches sur des actions concrètes. Donc j'ai intégré le projet qui s'appelle Capoeira. C'est un projet breton de recensement dans la laisse de mer. Vous voyez la photo avec l'adolescent là, qui est en train de sortir les plastiques de la laisse de mer. Donc, la laisse de mer, c'est un peu pour moi le cordon pédagogique de mon école de surf. Dans cette laisse de mer, en fait, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas, la laisse de mer, c'est tous les dépôts organiques déposés par les marées, les vagues et le vent sur la plage. On y retrouve du bois flotté, des coquillages, on y retrouve des algues, on y retrouve des poissons morts, des plumes d'oiseaux. Et en fait, c'est vraiment le dépôt organique qui va être la nourriture principale en fait de la base de la chaîne alimentaire, parce que le sable est le premier éco-habitat marin, et donc la microfaune, la microbactérie qui est dans le sable va se nourrir en fait de cette laisse de mer. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Concrètement, je demande à mes élèves d'observer en marchant, d'observer la laisse de mer, et en retour de session, de noter sur une fiche où il y a la date, le lieu, de noter ce qu'on a pu découvrir le jour J, et donc de sédimenter en fait de la connaissance et collecte d'informations que je peux donner au centre de la mer à Biarritz ou ramener aussi à d'autres structures scientifiques. Et j'ai travaillé aussi sur un projet de collecte aussi d'œufs de raies. On appelle ça les capsules de raies. En fait, il y a 8 espèces de raies en Atlantique, en France. Et les femelles, en fait, libèrent une capsule dans laquelle il y a le bébé raie qui va, au bout de quelques semaines, sortir de cette capsule. Cette capsule, au final, arrive sur la plage dans la laisse de mer. Et elle a un indicateur de biodiversité qui est très intéressant. Donc, en fait, pendant 10 ans, j'ai fait de la science participative où on marchait avec les élèves, même hors du surf, après, habillés à sec. On pouvait se balader. Donc, j'ai amené des seniors, des ados, des enfants, tous les publics, aussi des publics en difficulté, des centres sociaux. Oui, dis-moi, Paula. Ouais, justement, du coup, tu as beaucoup de projets, tu as bossé avec beaucoup de publics différents, avec notamment du coup ceux qui viennent pour les cours que tu vois régulièrement, mais aussi donc avec la radio, avec les hôtels, etc. Et ça fait quand même plus de 30 ans du coup que tu es engagé sur cette thématique. Ouais, Est-ce que 20 tu ans. as l'impression, plus de 20 ans, est-ce que tu as, oui, pardon, est-ce que tu as l'impression que du coup les choses changent? Est-ce que tu as l'impression que c'est que de la gueule, c'est que de l'image que les gens, les structures veulent se donner, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même fondamentalement un changement de vibe et de manière de percevoir le surf notamment, quoi? Alors, je vais rester positif. Je trouve que socialement, il y a quand même une grosse information, une information massive qui est arrivée dans la tête des gens. Est-ce que c'est monté à la conscience? C'est encore autre chose. Les changements de pratique n'ont pas vraiment évolué. Je trouve qu'on est toujours dans ce sport consommation. J'essaie de passer de consommation à éco-acteur, c'est différent. De prendre conscience du milieu, de comprendre le milieu. Après, pour répondre à ta question, je trouve que ça reste encore très politique. Très politique. Je suis en liaison avec les mairies, la région, le département. Et je suis très heureux d'ailleurs de faire le lien avec le ministère, avec vous, parce que je trouve que c'est un pas en avant. C'est vraiment un pas en avant d'aller du ministère aux actions de terrain pour valoriser les territoires et aussi les acteurs du territoire. Je trouve que c'est très politique, économique. Et après, il y a quand même, moi j'ai un réseau de gens assez purs, assez intègres dans leur démarche. On n'est pas nombreux. D'ailleurs, ça m'étend au-delà du sport. Ça va dans l'agroécologie, ça va dans les gens qui font des cultures maraîchères. En fait, étonnamment, en fait, les inspirations viennent pas forcément du milieu sportif.
Mais le milieu sportif, surtout de pleine nature, pour moi, il a une évidence, c'est qu'on est vraiment au cœur de la matrice environnement du vivant et qu'on a déjà un besoin d'ouvrir les yeux pour sécuriser. Et en ouvrant les yeux, on peut éventuellement s'émerveiller. Moi, je suis quelqu'un de très émerveillé sur mon environnement. Et donc, j'essaie de communiquer cet émerveillement. Et Saint-Exupéry disait l'émerveillement, c'est le premier pas vers la connaissance. Donc, de cet émerveillement, mieux comprendre le paysage, le vivant qui nous entoure, dont on fait partie, et ensuite tenter d'intégrer des éco-réflexes, transformer les comportements, valoriser les gestes simples, et puis le collectif. Comme sur cette photo, on voit le cours de surf. J'ai mis en place assez spontanément, il y a une quinzaine d'années, un rapport très circulaire, très paritaire en fait, dans mon enseignement du surf. Et j'essaie d'en faire plus qu'un simple stage, une formation au vivant, à nos modes de vie. Et encore une fois, je reviens sur l'océan. L'océan est un miroir de notre société parce que c'est le début et la fin du cycle de l'eau. De là, de l'océan part par évaporation toute la masse d'eau atmosphérique et qui, des montagnes, recoule à l'océan. Et à l'océan, on est un petit peu les sentinelles de cette fin de cycle. Donc, on récupère tout. On récupère les pollutions bactériologiques, chimiques, macrodéchets. On a vraiment sur la plage, on a les miettes de la biodiversité et en même temps le résultat de nos déchets. Et ouais, je te rejoins là-dessus complètement. Et je change un peu de sujet, c'est que tu sensibilises du coup dans le cadre du club, mais tu sensibilises aussi grand public avec des événements que tu mets en place sur la plage du Miramar. Est-ce que tu veux nous en parler aussi? Alors ça, c'est voilà, j'ai lancé il y a quelques années un événement où le titre est venu assez spontanément. Je l'ai nommé Célébrons l'océan. Parce que dans célébrer, il y a un rapport à l'humilité. Il y a un rapport un peu à la sagesse, à l'humilité. On arrête d'être un peu frénétique sur la consommation, voilà. Célébrons l'océan, c'est un événement qui est positionné le 8 juin. Donc c'est la journée mondiale des océans. Et l'idée, c'est d'avoir un événement gratuit, ouvert à tous, avec un cours de surf collectif gratuit, une séance d'éducation environnement sur le sable, expliquer l'océan et le littoral. Ensuite, un pique-nique partagé. J'ai un partenariat avec Biocop depuis 15 ans. Biocop m'accompagne sur les pique-niques, les snacks, les apéros, tout ça. C'est un partenaire éco-responsable. Et ensuite, l'après-midi, j'ai une sono sur la plage, j'ai 2 poufs, c'est un peu en mode Canal+. J'ai appelé ça les conférences les pieds dans le sable. Et là, j'essaie d'avoir quelqu'un d'important qui vient pour converser avec moi. Et puis d'autres invités, des gens un peu plus spontanés qui viennent un peu comme en radio, qui viennent pour échanger, partager leurs bonnes actions et faire un peu de témoignage. Donc voilà, c'est une journée qui est très conviviale. C'est une journée qui est gratuite, qui est ouverte à tous et qui n'est pas gigantesque. Il y a peut-être 50, 60 personnes qui passent. Il y a un peu de communication locale. J'aimerais faire évoluer ce projet, trouver des stagiaires peut-être sur le projet. Et voilà, donc ça c'est un peu pour catalyser une journée un petit peu qui catalyse le projet pédagogique. Et du coup, même question qu'à nos deux précédents intervenants. Aujourd'hui, tu n'as pas un projet de type, du même type, un projet sportif directement porté, toi, en tant que pratiquant, mais tu es plutôt dans cette posture d'encadrant, mais tu mènes quand même beaucoup de choses autour de ton métier. Et de quoi tu aurais besoin maintenant pour aller plus loin? Est-ce que tu as d'autres projets encore que tu souhaites mettre en place? C'est quoi un peu tes nouveaux challenges et tes nouveaux besoins finalement? Alors, moi, je suis un peu une boîte à projets. J'ai toujours la tête qui tourne avec des idées. J'essaie de canaliser les idées pour en faire des projets concrets. J'ai des projets, on en a parlé ensemble, j'ai des projets médias. J'aimerais bien avancer sur des podcasts ou des projets production vidéo pour mettre en avant les acteurs de pleine nature avec l'image, parce que je trouve que Saint-Exupéry, encore pour revenir à lui, une image vaut 1000 mots. Donc, c'est intéressant d'aller amener les gens avec de l'image. Donc, j'ai un projet production vidéo qui nécessite des soutiens comme le ministère de valorisation, des soutiens financiers aussi, du réseau, et après des projets en local en fait
avancer sur des outils pédagogiques, développement d'outils pédagogiques, ça peut être intéressant aussi pour moi. Donc tout ça, c'est des besoins, je dirais, de valorisation comme le badge sport biodiversité, comme le lien avec le ministère, le lien avec le territoire. J'espère que ce lien avec le ministère va permettre aussi d'ouvrir des portes en local sur les mairies, parce que les mairies, c'est souvent très politique. Et au-delà de montrer patte blanche, c'est bien d'avoir de l'aval politique pour les aborder. Donc voilà, les projets, ils sont plus sur des projets médias ou des projets de développement d'outils pédagogiques et aussi des projets de terrain pour permettre d'offrir au grand public. Moi, j'aimerais avoir une enveloppe, en fait, pour avoir des conférences gratuites, grand public, ou des actions de sensibilisation à l'environnement, ou des actions de terrain, de ramassage de déchets ou de sciences participatives qui soient gratuites, où je puisse inviter une trentaine de personnes à chaque séance, avoir de la communication locale pour pouvoir le faire et qu'il n'y ait pas forcément une implication financière pour les gens. Ok, bah ouais, j'entends complètement. Là, de toute façon, c'est toujours une question qui est importante, hein, la recherche de fonds, notamment pour faire des événements gratuits. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester en veille sur les appels à projets et les choses qui peuvent sortir pour avoir un peu d'argent, comme nous, hein, on est sur un financement européen pour essayer de construire des choses. Et c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais des fois, on peut faire quand même un peu des alliances, des coopérations entre structures pour essayer d'aller plus vite sur le temps d'ingénierie. Et donc, ouais, le message est entendu. Ce que je vous propose peut-être, c'est, avant de conclure, peut-être que les trois intervenants, si vous avez une dernière chose à partager, que ce soit un conseil, un lien, quelque chose qui vous tient à cœur, finalement, d'exprimer dans cette fin de webinaire. Peut-être tu peux commencer, Jeff, d'ailleurs, vu que tu as la main. Tu disais, quelle question tu posais? Excusez-moi, j'étais en train de lire à côté sur le chat. Si tu souhaites donner un dernier mot finalement, quelque chose que tu souhaites partager, que ce soit un conseil ou un lien vers quelque chose à lire, à regarder, un peu un mot de conclusion, quoi. Alors, mot de conclusion, déjà, c'est merci à tous, mais vraiment, un merci, parce que seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin. Je suis papa, j'ai 2 filles. La mobilité, les activités, on est débordé de tout ça. Donc, le dernier mot, c'est merci. Et surtout, continuons de créer de la synergie. Ça, c'est super important. J'espère que pour 2026, on crée de la synergie, on mutualise nos forces et on avance tous ensemble. J'ai dit plein de fois à Cola, on est tous ensemble, on avance tous ensemble sur le même chantier et je suis très confiant. Merci à vous. Super, merci beaucoup. Antoine, je vois que tu as ta caméra allumée, si tu veux dire un mot ici. Ouais, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, et que si, à destination en fait, des gens qui voudraient se lancer sur des éco-aventures, ce qui était en partie le thème du webinaire, et qui ne savent pas trop comment commencer, et du coup, mon seul conseil, ce serait de faire. Parce que moi, là, je fais des projets du coup avec un peu plus de structure, un peu plus de. J'ai la chance d'avoir un sponsor aussi que je pourrais annoncer dans quelques semaines. Mais ça, en gros, c'est des petits, ça se fait petit pas par petit pas, en s'entraînant, en organisant quelque chose et en communiquant dessus, en se créant un peu une image de marque, en se mettant en réseau aussi avec des acteurs du même domaine. Mais voilà, ça se fait. Enfin, le meilleur conseil, c'est de ne pas tant que ça réfléchir et de plutôt se lancer. Voilà. Conseil bateau, mais qui peut être utile des fois. Merci, mais toujours intéressant à rappeler. Et alors, Félix, toi aussi, tu as un mot à dire et un paysage à nous partager. Si j'ai un mot à dire, ouais, c'est peut-être essayer de ralentir dans la vie et vivre des expériences, mais mieux, on va dire. Essayer de les penser, de les réfléchir en attention comment on les organise pour respecter notre planète et notre environnement. Voilà. Merci beaucoup. On voit que tu es déjà reparti pour être dans ton timing. Et Jeff, tu voulais un dernier mot, c'est ça? Non, excuse-moi, je voulais applaudir et j'ai fait un mauvais geste.
Non, Pas de merci. souci. Eh ben, merci à tous. Dans ce cas, je vous propose de conclure. Juste une auto-promo pour le projet. Voilà, on a les badges sport et biodiversité. C'est des badges qui sont reconnus officiellement donc, par le ministère des Sports, notre ministère, et par l'Office français de la biodiversité, que vous pouvez aller demander si vous souhaitez valoriser votre engagement et vos compétences pour la protection de l'environnement via la pratique sportive. Vous pouvez le mettre dans vos réseaux, sur vos CV, pour démontrer de votre curiosité, votre engagement en la matière. Et voilà, bah, je vous remercie à tous. Voilà, je crois qu'il n'y a pas forcément de questions. Je vais quitter le partage. Hop. Bah, merci beaucoup. C'était vraiment top. Je vous propose qu'on s'arrête là. On est 3 minutes avant le 13h, donc c'est top. Bah, on se retrouve une prochaine fois en fonction des événements qu'on pourra continuer à avoir ensemble. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. À Excellente bientôt journée. sur d'autres collabs. Ciao. À bientôt.